Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Rémi Soulier. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot. Vous êtes philosophe, critique littéraire, essayiste et surtout l'animateur de notre émission Les idées à l'endroit. Rémi Soulier, vous publiez cet ouvrage, Chronique du bien commun, aux éditions de Flore. Rémi Soulier, pour commencer, vous citez un propos du philosophe Jean Messier. C'est une ânerie de légiférer que les hommes naissent libres. Pourquoi cette critique de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Alors Jean Messier est un philosophe très combatif, très pugnace, qui a un ennemi en ligne de mire essentiellement, c'est Platon. Mais, alors que je suis pour ma part très largement platonicien, mais il a le mérite dans sa fibre libertaire, un peu anarchiste, d'être un ennemi de Rousseau. Bon. On peut toujours discuter parce que, évidemment, Rousseau, l'œuvre de Rousseau est complexe et beaucoup plus complexe qu'on ne le dit ordinairement. Mais cette idée que les hommes naissent et demeurent libres, c'est-à-dire qu'il y aurait une réflexion conceptuelle possible indépendamment des faits, Rousseau c'est celui qui dit à l'initiale, en quelque sorte, de son contrat social, commençons par écarter tous les faits, et donc l'on pourrait, avec le concept, absolument affirmer n'importe quoi. C'est une idée fausse, évidemment, puisque le propos consistant à dire « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », vous pouvez dire en droit ce que vous voulez, ça va, alors que les hommes naissent évidemment extraordinairement dépendants, non seulement de leur famille, mais même d'un point de vue biologique, et c'est ce qu'on appelle la néoténie. L'homme est un des rares mammifères, peut-être le seul mammifère, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, à naître immature. Et précisément pour que l'homme arrive à maturité, et pour qu'il puisse vivre tout simplement, laisser un bébé voué à lui-même, sans même qu'on lui parle, même si on le nourrit, mais si on ne lui parle pas, et si on ne l'aime pas, le bébé meurt, ouais. Bien entendu. Donc on peut proclamer ce que l'on veut dans l'ordre idéologique, dans l'ordre pseudo-métaphysique ou dans l'ordre des droits, mais il convient bien plutôt de partir de cette idée que l'homme, le petit homme, ne naît absolument pas libre, mais qu'il naît au contraire entièrement dépendant de son entourage, pour des raisons matérielles, mais aussi pour des raisons intellectuelles et spirituelles. C'est l'amour auquel je faisais allusion tout à l'heure. Expliquez-nous cette citation que j'ai relevée dans votre livre également. L'universalisme frelaté des droits de l'homme n'est que l'idéologie planétaire du marché, ce lien entre les droits de l'homme et le marché. Oui, alors c'est un lien qui est assez facile à établir, c'est-à-dire que dans les deux cas, ce qui prime, c'est une vision individualiste des choses. Hein. C'est-à-dire qu'on va raisonner non pas en termes familiaux, je renvoie à votre première question, le petit homme qui naît dans une famille, avec un père, avec une mère, et qui va croître, qui va augmenter, qui va vivre tout simplement. Donc on est dans une vision purement numérique, c'est-à-dire que l'individu sera considéré comme une pure unité arithmétique, et c'est à partir du moment où l'on a dissous ces liens familiaux, où on s'applique à les dissoudre, où on s'applique également à brouiller toutes les distances, toutes les limites, toutes les frontières, y compris entre les sexes, que l'on bâtit un être qui est, alors là pour le coup, non pas éducable, mais qui est parfaitement malléable à tout ce qu'on voudra, perméable à toutes les idéologies, perméable à toutes les manipulations. Et cet être-là, cette unité numérique-là, il importe d'en faire un parmi des milliers, parmi des millions, détaché de toute appartenance, afin de le livrer précisément à ce marché, c'est-à-dire à faire de lui une unité comptable au sens le plus, à la limite, au sens le plus financier du terme, et à le prendre dans ce seul réseau fiduciaire, dans ce seul réseau comptable, dans ce seul réseau marchand. Et c'est ainsi d'ailleurs que la marchandisation des corps s'intègre parfaitement dans la vie que l'on vit aujourd'hui, dans cette vision du monde. Donc tout est marché, tout est négociable, tout est négocié, tout peut être vendu et acheté, y compris des organes. Hein, là, vous avez toutes les mafias. Si on monte aux extrêmes, hein, vous avez des mafias, vous avez des gens qui aujourd'hui enlèvent d'autres personnes pour leur prélever un organe, enfin bon bref. On est dans cette vision complètement marchande du monde, des êtres. Débarrassé du sacré. Alors ça c'est effectivement le substrat premier qu'il fallait, et dernier, qu'il fallait déverrouiller, c'est-à-dire défaire et détruire et nier tout ordre symbolique. Donc tout ordre sacré ou sacral, ou bien tout ordre divin. Mais on parle là en l'occurrence à peu près de la même chose. Tout
ceci n'est rendu possible que par ce processus que l'on peut dater dans l'histoire de la pensée, hein, d'autonomisation de l'homme. C'est Kant, bien entendu, hein, en disant qu'est-ce que les Lumières? Eh bien, les Lumières, c'est le moment où l'homme devient adulte, c'est-à-dire où il peut créer à lui-même sa propre loi, où il n'est plus hétéronome, où il ne dépend plus de la loi d'un autre, en l'occurrence la loi divine, pour ce qui a été de notre ère de civilisation. Et donc à partir du moment où en effet on considère que nous pouvons absolument, qu'il n'y a pas de loi naturelle, par exemple, qu'il y a encore moins de lois révélées, ben, tout est possible. Tout est possible. On crée sa propre loi et on finit par faire de soi-même et des autres des objets, tout simplement. On passe du sujet humain, en lien avec le divin ou le sacral, on pourrait dire un ordre transcendant si l'on veut, à un individu complètement replié dans la pure immanence. J'emploie des termes qui sont peut-être, enfin que l'on peut d'ailleurs contester. On comprend très bien ce que vous dites. Mais voilà, cet individu-là sera pris dans une absence totale d'horizon, en dehors de celui purement matériel et, à terme, purement comptable. Vous faites aussi une critique radicale de la République. Pourquoi dites-vous qu'elle est l'anti-France ? Alors là aussi, c'est une raison philosophique, si vous voulez. La République est construite philosophiquement sur ce qu'on appelle l'universalisme abstrait. Et on revient à vos questions, enfin on ne les quitte pas parce que la trame est très claire. On revient à cette idée d'abstraction. L'universalisme abstrait consiste à dire, de manière tout à fait presque tautologique et machinale, un homme est un homme est un homme est un homme. Quand vous avez dit un homme est un homme est un homme est un homme, ce qui est vrai dans deux ordres. L'ordre le plus bas, qui est l'ordre biologique, hein, l'ordre matériel, effectivement, il y a une espèce humaine ou un genre humain, et ce qui est vrai également dans l'ordre le plus haut, c'est-à-dire dans l'ordre métaphysique. Ça, c'est l'universalité métaphysique. Ne l'est pas entre les deux. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a des hommes, mais c'est-à-dire des hommes qui ont qui naissent précisément, on en revient à notre propos de début, dans une famille, qui naissent dans un pays, dans une petite patrie, qui naissent dans un royaume, une nation, un empire, que sais-je, avec une langue, avec une religion, bref, ce sont des héritiers. Et à partir du moment où on conçoit l'homme de la sorte, on le conçoit d'une manière incarnée, d'une manière charnelle. Et effectivement, l'universalisme abstrait, le grand péché, entre guillemets, de l'universalisme abstrait, c'est l'angélisme. C'est-à-dire qu'il consiste à considérer les hommes comme de purs esprits, ce qu'ils ne sont pas, puisque les hommes sont des êtres incarnés. Et je soupçonne toujours une haine profonde de la chair, de l'incarnation, chez ces dévots de l'angélisme qu'est l'universel abstrait. Voilà. Et puis il y a d'où l'envie d'aller vers le transhumanisme, de débarrasser l'homme de sa chair pour aller vers la robotique. Et oui, et vers la prothèse, en effet. Vers toutes sortes de prothèses possibles et imaginables. L'homme ne se suffit pas à lui-même, en quelque sorte. Il est manipulable. Hein. On parlait des prélèvements d'organes. On peut lui en ajouter aussi à travers c'est tout le thème de l'homme dit augmenté. Mais l'homme augmenté est en fait un homme infiniment diminué. Parce que l'on s'acharne à nier en lui précisément ce que les scolastiques appelaient l'intellect, hein, le nous, enfin le scolastique mais aussi les Grecs bien entendu avant eux, c'est-à-dire cette part, si j'ose dire, transcendante en eux-mêmes. Voilà, cette marque qui fait que, comme dit Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Mais le transhumaniste, ça n'en veut rien savoir. Quand on lui dit, si on lui venait à lui citer Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, il dirait, ben oui, c'est le robot. Effectivement, nous passons infiniment l'homme parce que nous sommes capables de nous robotiser nous-mêmes. Or, ça n'est absolument pas... Là, c'est un dépassement fallacieusement conçu comme un dépassement par le haut, mais c'est en fait un dépassement par le bas. Si vous voulez dire en vérité que l'homme passe infiniment l'homme, eh bien vous le dépassez dans un état supérieur, qui pourrait être par exemple l'état angélique. Là, au sens, je ne parle pas du tout du péché d'angélisme, c'est tout à fait différent, mais au sens de cet esprit qui entoure, qui enrobe et qui englobe la chair de l'homme elle-même. Là non, nous avons affaire vraiment à un dépassement par le bas, par la ferraille si l'on veut, ou par les puces, enfin, ou par les terres rares, peu importe, on va aller dans l'infiniment petit, on va aller dans quelque chose d'encore moins pondérable, mais le processus est le même. Vous citez l'ouvrage d'Oswald Spengler, L'homme et la technique. Je cite l'auteur, Oswald Spengler, « La civilisation elle-même est devenue une machine qui fait tout ou veut tout faire à la manière d'une machine. On ne regarde plus de chute d'eau sans vouloir la transformer en électricité. » Comment est-ce que vous expliquez cette
course en avant frénétique. Alors là, le grand maître qui a décrit ce qui se passe devant nous et depuis bien longtemps, parce que les racines de ce processus sont très anciennes, c'est Heidegger, bien sûr. C'est cette idée toujours que le développement de la technique consiste pour l'homme, à vouloir à tout prix faire rendre raison au réel. C'est-à-dire, je vais essayer de dire les choses un peu simplement, c'est-à-dire qu'au lieu, pour une part, de laisser être le monde, autrement dit d'avoir à l'égard du monde une attitude contemplative, c'est ce que la mystique allemande de Maître Eckhart appelle la Gelassenheit, le laisser être, la sérénité, c'est un terme que reprendra Heidegger. Au lieu d'avoir donc cette vision contemplative du monde, être dans le présent, dans l'instant. Être dans le présent, être dans l'instant. On va entièrement focaliser notre pensée et notre action sur l'idée de faire rendre raison au monde, et loin de voir, par exemple, dans un fleuve, les fleuves de Hölderlin, le Rhin, le Neckar, un dieu, ou le Tibre. Les Romains voyaient dans le Tibre un dieu. On va se dire, mais là, nous avons une puissance d'énergie naturelle qui doit être absolument rentabilisée. Et donc, on va faire rendre raison au fleuve pour qu'ils produisent de l'énergie. Et c'est comme ça, électrique, c'est pour ça de l'hydroélectricité. C'est pour ça qu'Heidegger nous dit que la centrale électrique doit être impérativement, pour un moderne, posée sur le fleuve. Alors ça ne signifie pas du tout que la technique en elle-même soit mauvaise, pas du tout. Alors, après tout, dès qu'un homme au paléolithique a frotté deux cailloux l'un contre l'autre, ou a eu l'idée d'utiliser un silex pour affûter ce qui deviendra une flèche, nous sommes déjà dans la technique. Mais c'est le progrès. Alors, je ne suis pas certain que le terme de progrès soit le plus approprié. Je crois que on peut le juger plutôt en termes de... J'invoquerai moi plutôt la nécessaire prudence. Le progrès, si progrès il suppose une certaine maîtrise alors non pas nécessairement sur le monde, cette emprise, cette maîtrise, mais sur soi-même. Or, nous avons lâché la bride à toute espèce de maîtrise, précisément pour la raison que je vous ai dite tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus d'ordre symbolique, il n'y a plus de loi naturelle, et tout est ouvert en effet, tout reste sans garde-fou, sans limite. Alors que la vertu de prudence, la phronésis des anciens, d'Aristote, permettrait certes d'être fidèle à notre vocation, et notre vocation ce n'est pas de faire s'entrechoquer des cailloux ad vitam aeternam, ce n'est pas non plus une vocation de type monastique ou contemplatif. Il y a des ordres religieux pour cela, dans toutes les traditions. Tout le monde n'a pas une vocation contemplative. Mais cette voie active que nous avons choisie, qui n'est même plus une voie active, parce qu'il faudrait avoir la conscience de ce qu'est la voie contemplative, aujourd'hui est un monstre qui est lâché, sans bride, qui cavale. C'est une fuite en avant à laquelle nous assistons, vers un précipice. Vous voyez, un précipice dans lequel nous sommes déjà, mais on peut toujours tomber encore plus bas dans le précipice. C'est un précipice qui est très imposant. On retrouve également Albert Caraco, ce philosophe qui évoquait le peuple des démocraties à qui on botte le cul tout en lui faisant croire qu'il est le maître. Comment est-ce que vous expliquez ce rapport des démocrates à cette réalité ? Alors je crois que là, Peggy a eu une très belle formule, enfin il en avait beaucoup, et Peggy disait de lui-même qu'il était trop peuple pour être démocrate. Et je crois qu'il a tout à fait raison. C'est un marché de dupes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on considère que la souveraineté repose dans le nombre tel que le peuple peut le faire valoir au moment des élections, par exemple, eh bien, on peut amuser, en quelque sorte, le peuple. C'est ce que Platon lui appelle la théatrocratie, c'est-à-dire la mise en scène du pouvoir, la mise en scène théâtrale, spectaculaire, dirait-on aujourd'hui, de la souveraineté. Or, il est évident que la souveraineté réelle, aujourd'hui, dans notre monde, qui est un monde évidemment d'économie et de finance, la souveraineté réelle repose sur l'argent. Celui qui a l'argent, celui qui possède l'argent, est le patron. Et le souverain. Donc le discours qui est tenu au peuple
et dont il en est dupe, certes, pour une part, mais de moins en moins. Ça le flatte, on lui donne la responsabilité, on fait semblant de lui donner la responsabilité. Oui, il y a un aspect flatteur, mais vous savez, j'ai tendance à interpréter l'abstention, aujourd'hui, qui est de plus en plus importante, on verra ce qu'il en sera, mais enfin, d'une manière générale, le mouvement d'abstention est de plus en plus important, et je crois que la raison d'être de ce mouvement d'abstention, c'est que précisément, même si peu formulent ce que je viens de dire dans les termes que je viens d'utiliser, mais d'une manière plus ou moins consciente, plus ou moins perçue, plus ou moins ténue, beaucoup pensent cela, ce qu'ils traduisent d'une manière un peu rudimentaire en disant de toute façon, ça ne sert à rien. Et effectivement, à la lettre, ça ne sert à rien. On pourrait dire même ça sert au rien avec un R majuscule. Ça sert au rien, à ce règne du rien, c'est le nihilisme tout simplement, qui se répand partout et que nous sommes sommés d'admirer, d'approuver, d'encenser, de chanter, de louanger. Ça ne mène à rien. Exactement, exactement. Baptiste Rapin, que j'avais déjà d'ailleurs reçu pour l'un de ses ouvrages, vous le citez dans votre ouvrage également, il relie, Baptiste Rapin, les philosophes déconstructeurs des années 70, Foucault, Derrida, Deleuze, aux politiques contemporaines du féminisme, du genre, du wokisme, du racialisme, etc. Tout ce que l'on voit déferler en ce moment. En quoi sont-ils responsables de tous ces phénomènes modernes-là? Alors Baptiste Rapin a tout à fait raison et ses analyses sont tout à fait remarquables. Si vous voulez, la déconstruction consiste à dire que tout ce qui a été élaboré philosophiquement, métaphysiquement, politiquement dans le monde occidental est potentiellement oppressant, tyrannique, dictatorial, voire, pourrait-on dire aujourd'hui, totalitaire. Autrement dit, toute figure de la verticalité, toute figure de la parentalité, toute figure de la divinité, toute figure de la tradition, effectivement, doit être déconstruite, doit être démontée d'une manière radicale, de manière à ce que le monde dans lequel nous vivons soit absolument horizontal, soit c'est le marché dont on parlait tout à l'heure. Alors ça n'empêche pas que de fausses, des verticalités contre-traditionnelles ou contre-initiatiques, comme dirait René Guénon, ne viennent s'installer, au contraire, parce que la nature est hors du vide, bien entendu. Mais cette horizontalité-là permet de détruire, effectivement, et de garantir que, de détruire toutes les verticalités, toutes les structures, tout ordre symbolique, et laisse libre cours précisément au marché dont nous parlons. À partir du moment où vous n'avez pas de limite, j'allais presque dire à la Freud, de limite surmoïque, si on veut, oui, voilà, tout est marchandisable. Et cette horizontalité, c'est ce que disait Sartre, l'existentialisme est un humanisme, il n'y a plus de Dieu, donc nous sommes libres, on peut faire ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Mais Sartre savait très bien que sa liberté, c'était une liberté pour le néant. Son maître livre, c'est l'être et le néant. C'est-à-dire que cette liberté pensée de la sorte débouche sur le néant. C'est le Roquentin dans La nausée de Sartre, devant l'arbre, le fameux marronnier, où je vois ses racines, alors gluantes, ces espèces de troncs visqueux. Ça, c'est le côté, c'est Sartre et les crustacés. Sartre a une relation avec le monde maritime qui est assez particulière. Mais loin de voir dans le marronnier l'arbre que Barès dans le déraciné, alors c'était pas un marronnier, c'est un platane, mais peu importe, Barès verra au contraire dans l'arbre la vigueur, la force, la puissance, la verticalité, l'enracinement en terre et le regard vers la lumière du ciel. Eh bien Sartre verra la démonstration dégoulinante, visqueuse de l'absurdité du monde. Oui, c'est-à-dire qu'il verra le néant. Il verra le néant. Et ça, c'est la même chose, et nous y sommes. De ces philosophes, j'ai relevé cette phrase, faire passer le plomb de leur corruption pour l'or de l'émancipation. Oui. Oui, c'est effectivement une manière symbolique de résumer la chose, c'est-à-dire qu'il y a un tour de magie noire, un tour de passe-passe de magie noire, et on fait prendre le plomb pour l'or, et l'or est recouvert en effet par une espèce de magma noirâtre qu'il faut décanter. Nous avons comme travail à faire c'est un travail d'alchimiste, à faire réémerger l'or caché, tout simplement parce que l'or demeure, bien entendu, mais il n'y a pas que du plomb. J'aimerais vous citer de nouveau Rémi Soulier. L'antéchrist est doucereux, dites-vous, animé des meilleures intentions du monde, paix universelle, humanitarisme, philanthropie, unité du genre humain sans Dieu. Si Satan c'est tout cela, quel portrait feriez-vous de Dieu ?
Alors, ce serait prétentieux de penser pouvoir brosser le portrait de Dieu, bien entendu. Alors, l'Antéchrist est une figure très importante, je crois, y compris pour comprendre les temps présents. Hein. On a besoin, enfin, je crois qu'en tout cas, une certaine lecture eschatologique s'impose aujourd'hui. Donc, je dirais que ce qu'on appelle Dieu, ou le divin, ou celui que l'on appelle Dieu, ou dans les Védas, on parlera plutôt de cela, on emploiera un autre mot, mais peu importe. Je dirais simplement que c'est la puissance de l'être. Voilà, c'est la puissance de l'être. On parlait de l'être et du néant, ben c'est l'antidote, c'est l'anti-néant. C'est une puissance d'être qui se manifeste du seul fait que nous soyons là, que nous parlions, qu'il y ait autour de nous de la vie, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des êtres humains, qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait des cailloux, des rochers. Voilà. Il y a une puissance. Ce qui caractérise, c'est encore prétentieux de ma part de le dire, mais en tout cas, ce qui manifeste avec le plus de puissance le divin, c'est précisément cette puissance d'être. Voilà. Et je crois que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est en effet un choix entre l'être ou le néant. Voilà. Alors il faut savoir, nous avons opté, notre époque, notre temps, mais est-il libre? Dans quelle mesure l'est-il? Ça, c'est un autre problème. Mais nous avons opté, nous optons aujourd'hui collectivement pour le néant. C'est une évidence. Mais il nous appartient, individuellement, familialement, collectivement, ensuite, d'opter pour l'être, bien entendu, et de rappeler la mémoire de l'être. Vous dites qu'un retour du politique, on voit aujourd'hui que ce sont plutôt les forces économiques qui ont sur la mainmise, qui ont la mainmise sur nos destins. Vous dites qu'un retour de la politique, considéré comme souci de la cité, est loin d'être exclu. Est-ce que vous êtes sûr de cela quand vous voyez le comportement des masses dans les rues, dans le métro? Alors, effectivement, on pourrait dire que c'est un vœu pieux, hein, mais je songe à la formule de Dominique Vénère sur l'imprévu dans l'histoire. Hein. On peut songer à Joseph de Maistre également et à ses discours sur la Providence. Je veux dire par là, précisément parce qu'il n'y a pas... on a toujours tort d'oublier que l'homme passe infiniment l'homme. Et donc, on a toujours tort de se focaliser sur un certain nombre de puissances actives. Nous ne sommes pas seuls. Je veux dire par là qu'il y a d'autres... il y a ce que l'on appelle l'univers invisible. Enfin, il y a plusieurs manifestations possibles dont nous n'avons pas idée et qui peuvent intervenir, qui interviennent peut-être d'ores et déjà, sans rentrer dans une vision très strictement providentialiste. Hein. Que va-t-il sortir du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Vous voyez, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. On savait que c'était quelque chose, enfin que cette zone du monde était évidemment en ébullition. Mais enfin, on n'avait pas nécessairement prévu que les choses iraient jusque-là. Où déboucheront-elles? Je crois que les adeptes du néant ont sans doute tort de considérer que tout est écrit, si je veux dire, qu'il y a un déterminisme qui se fait. Il y a un déterminisme, il y a des lois physiques, des lois sociales, etc. Mais il y a aussi un au-delà de la loi. Et l'au-delà de la loi, ça peut s'appeler l'amour. Vous voyez, par exemple, ça s'est appelé l'amour dans certaines traditions, au sens fort. Pas au sens redécouvre qu'on ne peut pas tout maîtriser, pas tout contrôler. Oui, bien sûr. Comme des enfants. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, parce que nous sommes invités chaque jour à être infantilisés, bien entendu. Nous sommes invités à être infantilisés. La manière dont on joue sur nos désirs, à travers la publicité, à travers... nous sommes invités à nous montrer capricieux en permanence. Vous voyez, c'est très paradoxal, hein, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'autonomie, et il est vrai que l'homme moderne est autonome, enfin se pense et se veut autonome, et en même temps on va l'infantiliser. Mais ça n'est contradictoire qu'en apparence. Hein. L'infantilisation et l'autonomie sont tout à fait, sur deux plans différents, mais sont tout à fait concomitantes l'une de l'autre. Pour terminer, Rémi Soulier, c'est cette expression que j'ai trouvée dans votre ouvrage, l'éthique de la sollicitude. Vous dites cette imposture éclate aujourd'hui au grand jour. C'est quoi l'éthique de la sollicitude? Alors l'éthique de la sollicitude, c'est une allusion de ma part à ce que l'on a appelé le care en anglais, C-A-R-E, le soin que j'oppose à ce que Boutan appelait le souci, ce qu'on appelle en allemand Sorge. Je cite l'allemand parce que c'est le mot de Heidegger et c'est la même famille. C'est pour ça que non, je crois que le soin est une caricature, là encore une parodie, de ce qui relève du souci de soi, du souci d'autrui, du souci politique, au sens où l'entendait Pierre Boutan. Le soin, c'est une manière, l'idéologie du care, disons, c'est une façon de vouloir adoucir de manière fallacieuse et frelatée tout ce que le monde contemporain peut avoir de violent contre les individus, contre les peuples, contre les sociétés. Cela reviendrait à vouloir à faire en sorte que pèse sur les individus une chape de plomb
et après à leur payer des séances chez le psychologue ou chez le psychanalyste, si vous voulez. C'est la même logique qui est à l'œuvre. On va à la fois taper, frapper fort, et puis dire mais nous sommes là pour vous soigner. Mais dans les deux cas, on va vous maîtriser et on va vous faire payer. Chronique du bien commun, c'est l'ouvrage de Rémi Soulier que tout le monde peut se procurer d'ores et déjà sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Rémi Soulier. Merci à vous.